Bienvenue à cet atelier Accueillir et se libérer de ses peurs. Bienvenue et surtout merci d'être là parce que je fais cet atelier pour le plaisir de découvrir et d'apprendre ensemble comment traiter les sujets qui sont les nôtres, qui nous bloquent. Donc, le plan d'atelier sera simple. Comme d'habitude, nous sommes au plan, je me présenterai, puis ma formation, les limites, les questions, la petite histoire, quelles sont les différentes peurs. Puis nous travaillerons votre histoire actuelle, la peur qui est apparente actuellement, puis votre passé qui a fait que cette peur aujourd'hui vous obsède, la démarche de thérapie et un exercice de libération. Et puis nous échangerons ensemble à la fin. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis Gestalt thérapeute, mon cabinet est à Paris 9e et je traite aussi le Zoom. Ma formation, en fait, je suis diplômé de l'IFAS, qui est aujourd'hui nommée comme l'école humaniste de Gestalt. Si vous voulez vous renseigner sur cette démarche, je vous laisse aller sur le site, c'est en 5 ans, avec une formation complète, pratique et terrain. Qu'est-ce que la Gestalt? En fait, la Gestalt, c'est augmenter l'espace de choix de vie. Parce que quand on traite une action, on est en présence d'une situation. Comment cela se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Par exemple, Julia qui me dit: «Pour ma part, je suis immobilisée dans le sens impossibilité de prendre la décision de déménager. Je ne peux pas me résoudre à partir et cela me semble très complexe d'y réfléchir». Eh bien, déjà, on voit qu'il y a l'action de déménager. Qu'est-ce qui se passe dans cette action de déménager? Quelles émotions apparaissent dans cette question d'agir? Eh bien, elle se sent bloquée, elle n'arrive pas à réfléchir. Eh bien, dans la Geschat, une personne qui viendrait avec cette problématique en séance, nous traiterions, d'accord, il y a cette action de déménager. Mais derrière cette action de déménager, il y a quoi? Il y a quelle émotion? Quelle on accueillerait toutes ces émotions avec bienveillance. Parce que souvent derrière cette impossibilité, il y a un blocage émotionnel. Qu'est-ce que les gens ressentent par rapport à ça? Et par derrière, l'émotion qui n'est qu'un indicateur de la valeur, du besoin que ressent cette personne-là, eh bien, on viendrait derrière l'émotion écouter justement cette valeur, ce besoin et être en conscience de ce besoin. Penser pourquoi dans cette action nous sommes bloqués, nous revivons ces émotions-là et nous sommes bloqués. Et à partir de là, eh bien, on va pouvoir créer des nouvelles actions, des nouveaux déblocages qui vont faire que nous allons changer de vie. Parce que la Gestalt, ce n'est pas du coaching, c'est des petits pas qui font que émotionnellement, nous acceptons de faire ces petits pas pour que, en conscience, nous écoutions nos besoins qui sont représentés dans ces petites actions qui, petit à petit, changent notre relation à nous-mêmes et aux autres et à force, changent notre vie. La plupart de mes clients, en fait, ils ne changent pas fondamentalement de vie, ils changent le regard qu'ils ont sur leur vie. Et en changeant le regard qu'ils ont sur leur vie émotionnellement et dans leurs besoins, eh bien, la conséquence est qu'ils changent de vie. Donc peut-être que pour certaines personnes, ce n'est pas le premier atelier qu'ils font sur les peurs. Et en même temps, je vous propose de le faire comme si c'était la première fois que vous le fassiez. Parce que si vous êtes là ce soir, vous n'êtes pas la même personne que la dernière fois. Vous n'avez pas les mêmes blocages, donc vous n'avez pas la même histoire, vous avez un peu plus d'expérience. Et donc retravailler cet exercice va vous permettre de vous dépasser, de prendre conscience que peut-être vous avez un nouvel angle, un nouveau regard, une nouvelle réflexion sur vos peurs. Ah bah oui, j'avais pris conscience de ça la dernière fois et aujourd'hui, tiens, je vois que cette peur-là aussi se positionne sur tel sujet, sur telle situation ou sur tel blocage. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire ça ou qui ont déjà fait ça, faites-le comme si c'était la première fois que vous faisiez
pour que vous puissiez vous en tirer toutes les expériences et tous les savoirs que vous pourriez apprendre. Alors, pour soutenir la question de Cyril, c'est valable pour les différents degrés de peur, anxiété, peur, angoisse. Oui, parce que en fait, anxiété, peur, angoisse sont plusieurs niveaux de conscientisation et sont plusieurs niveaux de, d'alerte pour nous et en situation. Et moi, en fait, à force de travailler avec mes clients, j'ai vu différentes peurs. Il y a la peur conditionnée. En fait, c'est la peur où il y a justement une situation, un paramètre qui est projeté dans la personne, qui fait que ça me renvoie à telle situation. J'ai vécu cette émotion-là m'est apparue quand j'ai vécu telle situation. Derrière, il y a aussi en fait, c'est l'effet pavlovien. Vous savez, ce pavlovien, nous ne sommes pas des animaux, mais c'est que mon père agissait comme cela et quand quelqu'un dans mon travail, dans ma vie personnelle ou professionnelle agit comme cela, eh bien, ça me crée cette peur-là. Et en fait, on voit qu'il y a un lien de corrélation qui fait que, en fait, c'est comme la plus petite clochette rouge du chien ou la gamelle ou l'heure. C'est à ce moment-là, la personne ressent ça parce que il a déjà vécu une telle situation dans le passé et cette situation s'est répétée. La deuxième, c'est les peurs spontanées. Quand il y a un moment de vide. En fait, ça, c'est pour les gens qui ont tellement subi de peur, de stress ou d'anxiété que même dans un moment de vie, leur cerveau a tellement l'habitude d'être anxieux, peureux, stressé, que dans un moment de vide, de calme, où il n'y a aucun facteur autour d'eux, eh bien, ils sont stressés. Ils vont créer des peurs, ils vont créer de l'anxiété, ils vont créer un conditionnement où je marche dans la rue et pourtant j'ai peur. Je suis sur mon canapé et pourtant j'ai peur. Tout va bien et pourtant j'ai peur. Et ça, en fait, c'est un effet encore plus ancré, encore plus fort, encore plus heu, intense de, pour ces gens-là que les peurs conditionnées. Parce qu'en fait, ils ont toujours vécu dans une atmosphère de stress, de peur, d'anxiété, d'angoisse due à une situation. C'est-à-dire que ce n'était pas un facteur de situation, c'était une situation généralisée où ils étaient dans le stress, dans un moment d'inconfort dû à leur situation personnelle. Et donc, ce que je vous propose, c'est que nous allons travailler dessus. Je vous demande juste de choisir l'une ou l'autre situation, l'une ou un ou l'autre moment. Parce que comme je l'ai dit en introduction, une peur, on ne peut pas traiter toutes les peurs, surtout dans un atelier pareil. On est là pour essayer, pour expérimenter, pour apprendre. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous dire, tiens, quelle a été la plus grosse peur ou la plus grosse anxiété ou le plus grand stress que j'ai vécu cette semaine? Vraiment un moment spécifique. Peut-être que pour les peurs spontanées, c'était, une situation où quelqu'un a fait quelque chose et pour les peurs conditionnées, c'est, justement quand il n'y avait rien. J'ai inversé les trucs, mais, quand il n'y avait rien et que vous marchiez dans la rue. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un papier et un crayon et de vous dire: «Tiens, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement?» Voilà. Pendant ce temps, je vais prendre quelques questions. Donc Cora, ce qui serait intéressant, c'est la peur de la solitude. Quand est-ce que celle-ci apparaît? C'est, la peur de la solitude, c'est quoi? Ça vient d'où? Quand est-ce que, tu la sens la plus fortement, la plus marquée? Voilà, donc je te laisse réfléchir là-dessus. Wendy,
Peur de ne pas être heureuse dans le futur, de continuer à être malheureuse, de ne pas pouvoir m'épanouir professionnellement et professionnellement, trouver l'amour, et cetera. En fait, Wendy, quand tu penses à ça, qu'est-ce qui te bloque dans cette peur? Qu'est-ce qui fait que tu crois que, tu ne peux pas être heureuse, que tu ne peux pas t'épanouir? Qu'est-ce qui te limite? C'est ça qui devient intéressant. Qu'est-ce qu'on t'a dit pour croire que tu ne peux pas être? Et l'idiot, il a peur de réussir à obtenir les points nécessaires de l'examen. La première fois que j'ai réussi l'objectif, mais maintenant que j'ai la deuxième fois et j'ai un objectif plus grand, mais cette fois j'ai la sensation d'être bloqué, de la peur et l'anxiété et ça m'empêche d'être productif et de m'entraîner. Alors en fait, c'est que, l'idiot, quand j'entends ça, c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec. Et la question derrière, c'est: qu'est-ce qu'on t'a demandé? Quelle est l'image de la réussite pour toi? Donc, on va aller traiter toutes ces questions-là, toutes ces peurs-là par la suite. La petite histoire. En fait, j'ai eu plusieurs clients, ils m'ont dit: «J'ai peur». Dans une situation spontanée, c'était une personne qui, était dans la rue, tout allait bien, il avait son travail, il avançait et tout d'un coup, en fait, vu qu'il était calme, il s'est dit: «Quelque chose va m'arriver. Je ne sais pas quoi, mais ça va mal se passer. Il va m'arriver quelque chose de dur, quelqu'un va me tomber dessus, on va m'hurler ou on va m'appeler pour me dire que, le dernier projet n'a pas été fait, que ça n'a pas fonctionné, que je ne suis pas bon» et c'était vraiment une personne qui essayait d'être au contact des autres, mais en permanence, il se disait: «J'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? On va me prévenir que c'est raté» et en fait, il ne lui fallait rien parce qu'il était tellement stressé que par, son passé, par l'école, par ses parents, qu'on allait lui dire que tout allait rater et donc son cerveau était tellement conditionné à cette situation qu'il prévoyait toujours de la peur, qu'il prévoyait toujours qu'on allait lui dire qu'il avait raté quelque chose et c'était ça qu'il faisait chez lui, une peur permanente et celle-ci pouvait naître dès le matin, même avant de se brosser les dents, en marchant dans la rue, voire même devant un film parce qu'en fait, tout d'un coup, son cerveau lui disait: «Je m'ennuie, j'ai rien à réfléchir, donc comme je suis habitué, je suis conditionné, c'est mon habitude d'avoir peur, eh bien, je vais te faire remonter cette peur-là». Vraiment, vous voyez, c'était cette personne-là, elle vivait dans un tel stress permanent, aussi bien dans son enfance, à la maison, à l'école, que en fait, en tant qu'adulte, même s'il se pensait intelligent, réfléchi, bosseur, eh bien, à n'importe quel moment, son cerveau allait sécréter une situation de peur. Attention, il va arriver ça. Attention, tu ne peux pas être confortablement assis à cette terrasse. Tu ne peux pas profiter pleinement de ce film. Tu ne peux pas profiter pleinement de cette situation. Il va se passer quelque chose de négatif. Et c'était vraiment un une émotion permanente chez lui parce qu'il avait vécu cette situation émotionnelle permanente chez lui dans son enfance. Une situation conditionnée, c'est beaucoup plus spécifique. C'est les gens qui vont réagir à des situations particulières, à un ton de voix, à une demande, à une proposition, à une tournure de phrase qui fait qu'ils vont retourner dans une habitude qu'ils ont subie de leurs parents, de leur école
et ils vont avoir besoin de se mettre soit en condition de peur, soit en condition d'attaque, soit en condition de critique. Et ça peut être tout simplement heu, une personne qui fait une phrase négative en face d'eux, une double négation. Je Par exemple, j'avais un client où, je lui ai dit, heu: «J'ai 0 de, que cela va pardon, c'était quoi la phrase? Je lui avais dit: «J'ai 0 de chance, je sais qu'avec toi, j'ai 0 que cela va pas marcher», et en fait, il était très énervé parce que 0 que ça ne va pas marcher, c'était une double négation, et en fait, on a travaillé ça avec lui pour que sa phrase soit: «Il y a 100 de chances que tu réussisses». Il détestait la double négation. Pourquoi? Parce que cette double négation, en fait, le renvoyait à l'opinion négative que lui renvoyaient ses parents sur lui-même, et ça lui a permis, en fait, de se libérer, heu, de cette tension de colère que pouvait créer même le soutien d'une personne en face de lui. Donc ce que je vous propose, comme je vous l'ai évoqué au début, c'est que nous allions du présent vers le passé, et que nous allons prendre une seule situation de cette semaine et de voir quelle était la situation la plus émotionnelle que vous avez vécue cette semaine. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu peur cette semaine? Et je vous propose que vous notiez toute la situation. Qu'est-ce qui s'est passé quand cette émotion de peur est apparue? Qui a fait quoi? Est-ce que vous étiez seul? Ou est-ce que vous étiez avec quelqu'un? Ou est-ce que et qu'est-ce que vous avez fait ou que cette personne a fait pour créer cette peur-là? Donc je vous laisse écrire, la situation que vous avez vécue cette semaine ou dans le mois. L'important, c'est que vous en preniez qu'une seule, pour que ça soit facile et clair de faire apparaître les conditions qui ont fait que cette peur soit apparue. Je vais prendre pendant ce temps les questions. Il y a Cabolicius qui dit: «Depuis quelques années, j'ai peur de tout et de rien. Celui qui l'handicape le plus, c'est de sortir seul, de prendre le transport et d'aller loin. Lorsque je le fais quand même, je finis par me renfermer et ne pas sortir pendant une semaine parfois». En fait, c'est, Cabolicius ce que je lis dans ton court paragraphe, c'est la peur de l'extérieur, la peur de qu'est-ce qui pourrait t'arriver si tu faisais quelque chose. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu prennes conscience de la dernière fois que tu es sorti, quand est-ce que ça t'est apparu? De quoi as-tu eu peur? Est-ce que tu as eu peur d'aller vers les autres? Est-ce que tu as eu peur que les autres viennent vers toi? Est-ce que tu as eu peur de 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 la relation entre toi et l'extérieur? Donc, prends vraiment le temps de réaliser, heu, est-ce que c'est de ce conditionnement qui s'est créé chez toi, de cette peur de l'extérieur. C'est ça qui est intéressant, c'est de prendre conscience, dans cette action, de qu'est-ce qui crée dans notre cerveau ce sentiment de peur. Julia: «En réfléchissant à la peur de déménager, j'identifie la peur de l'incertitude, des risques, de me tromper, de regretter. Et plus j'y pense et plus j'identifie de nombreuses peurs. Vers où aller?» En fait, Julia, quand je lis ton paragraphe, j'entends un besoin de perfection, un besoin, heu, de, heu, de ne pas être déçu, un besoin d'exigence envers toi-même ou envers la réalité, et en fait, heu, là-dedans, dans cette démarche, il y a toute la question de, toi, qu'est-ce que tu veux? Et d'expérimenter, de laisser d'essa de projeter toi, qu'est-ce que tu veux? Et aussi de laisser la réalité
te proposer cette réponse que par rapport à ton action. C'est très stressant puisqu'en fait, il y a une question de lâcher le contrôle et ça peut demander du temps, de lâcher le contrôle par rapport à qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que le bon? Qu'est-ce que c'est que la perfection? Qu'est-ce que c'est que le mauvais? Qu'est-ce que c'est que rater ou qu'est-ce que c'est que réussir? Et donc, heu, il y a la question de qu'est-ce que toi tu as envie pour faire apparaître cette envie et laisser apparaître aussi les solutions plutôt que, de voir que le négatif, du regret, de la peur, de l'échec, dans toute expérience. Parce qu'il y a toujours une peur d'échec, il y a toujours une part d'imperfection, il y a toujours une part heu, de gris dans l'expérience. Merci Wendy pour ta question. Comment noter là ou les situations quand la peur est plutôt une peur permanente qui est presque constante, sans vraiment la situation particulière qui me rend émotionnel? En fait, ta question Wendy est très intéressante parce que elle pose la question de, si c'est une peur permanente, c'est une peur de quoi? C'est une peur d'une agression, c'est une peur de destruction, c'est une peur de disparition, c'est une peur de vol, c'est une peur de violence, c'est une peur heu, voilà. Et en fait, oser mettre une précision sur la peur permet d'emmener à une réflexion. Si on est dans une peur permanente, dans une globalité, heu, on ne peut pas oser voir le détail qui se cache derrière. Donc vraiment, il y a une réflexion à avoir sur: «Oui, j'ai peur». Mais par exemple, j'avais un client, il osait pas sortir de son appartement. Pourquoi il osait pas sortir de son appartement? Parce que quand il était enfant, eh bien, son père venait toujours fracturer sa porte et lui hurler dessus. Et donc en fait, sortir de son appartement en tant qu'adulte, c'était aller se confronter à la violence de la réalité, à la violence des autres. Mais en fait, la réalité, elle est telle qu'elle est. Et c'est juste qu'il a interprété la réalité comme violente. Et donc sortir de sa chambre, sortir de son appartement, revenait à aller devoir se confronter à cette violence du père, à cette violence de la réalité qui était symbolique derrière le père. Donc il y a toute cette question-là. Merci Wendy. Je pense à ma peur de ne pas être heureuse que j'ai évoquée au début de la séance. Hem En fait, je pense à ne pas être heureuse. Heureuse est un idéal. Être heureux, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Pour certaines personnes, c'est conduire une Ferrari. Pour d'autres, c'est d'aller à la pêche. Pour d'autres, c'est sortir son chien. Pour d'autres, c'est de goûter, un pâtissier. La question, en fait, c'est que derrière être heureuse, il y a un idéal. Eh bien, revenons au concret de cet idéal. Qu'est-ce que c'est que être heureuse? C'est se lever à 6 heures du matin pour aller sauver les pandas? Ou est-ce que c'est se lever à midi et de prendre, son petit déjeuner sur une terrasse au soleil? C'est quoi être heureux? En fait, ça peut parfois bloquer parce qu'on n'ose pas assumer qu'est-ce que c'est qu'être heureux dans sa vie. Donc maintenant que vous avez bien positionné la situation,
je vous propose d'aller voir quel type d'émotion il y avait derrière. Donc, Samuel qui dit: «La peur d'investir financièrement, je me suis toujours pas passé à l'action alors que je me renseigne depuis plusieurs années». En fait, derrière cette peur, il y a tu t'es informé, mais quelle est la peur? Est-ce que c'est la peur de la réussite ou la peur de l'échec? En fait, moi, là, j'entends une surpréparation avant de passer à l'action et donc cette surpréparation, c'est: je connais tout, j'ai le fichier Excel, j'ai le bon notaire, j'ai les bons contacts et il y a un moment ou un autre, c'est: est-ce que moi, je me sens confiant et que j'ai envie c'est mon choix personnel et c'est très compliqué, heu, si, heu, les parents n'ont pas validé chez l'enfant le choix personnel. Si on n'a pas dit à l'enfant: «Oui, là, tu as raison. Oui, là, c'est faux et je vais t'expliquer pourquoi c'est faux». Parce qu'en fait, il y a un moment où la personne va toujours se poser la question: «Est-ce que c'est le bon moment?» puisque mes parents n'ont jamais dit si ce que je faisais était bien. Alors Julia, quand il y a de réels dangers, sortir seul la nuit dans une grande ville, faut-il chercher plus loin ce qu'il y a derrière? N'est-ce pas une peur projectrice quand la peur est-elle saine ou problématique? Julia, en fait, merci pour ton paragraphe. Là, on renvoie à des concepts et chaque situation est spécifique. Oui, il y a de réels dangers. Oui, il y a des rues sûres. Oui, il y a des rues sombres. Oui, il y a des rues lumineuses. Oui, il y a 1% de violeurs dans les rues de France et en même temps, il y a un moment où, on ne peut pas s'arrêter de vivre à cause des autres. Et il y a un moment où on va se dépasser, on aura assez confiance pour pouvoir avancer. Voilà. Donc maintenant que vous avez choisi quelle émotion précise vous avez sentie lors de cette peur, cette tristesse, parfois une peur peut cacher de la tristesse ou une peur qui peut cacher de la colère, eh bien, on va aller plus loin. Donc maintenant, on va aller sur le besoin. Quel était le besoin derrière cette peur? Qu'est-ce que vous recherchiez derrière ça? Est-ce que vous recherchiez de la sécurité? Est-ce que vous recherchiez de la confiance? Est-ce que vous recherchiez de la reconnaissance derrière cette émotion? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir confort? Si vous aviez voilà les principaux besoins. Est-ce que c'était de la survie, de l'intégrité, de la sécurité, de la participation, de la récréation, de la relation, de l'accomplissement de soi, du sens, de la liberté, de la célébration? Donc là, je vous laisse choisir un besoin, voire un sous-besoin. Alors, Cobalicious, quand tu me dis: «J'ai besoin de changer j'ai beaucoup changé physiquement et je pense que j'ai peur des regards des autres». Est-ce que tu as changé en bien ou en mal? Enfin, en mal, je veux dire par là, comme les thèmes de la grossophobie. La question, en fait, c'est: est-ce que toi, tu t'aimes physiquement par rapport à qui tu es? Et après, si tu t'aimes, les autres t'aimeront pour qui tu es. Il y a eu beaucoup d'études où, en fait, on a découvert que on se jugeait beaucoup plus difficilement que les autres nous jugeaient. Toi, tu juges très peu les autres. Eh bien, en fait, si toi, tu juges très peu les autres te jugent très peu aussi. Et en fait,
réalise que si toi tu juges très peu les autres, eux te jugent très peu. Si toi tu juges très durement, les autres se jugent très durement. Donc, oui, l'image sociale est très dure, mais c'est plus un problème personnel avec soi-même qu'un regard des autres sur soi-même. Et c'est là où il faut voir pourquoi tu as changé physiquement. Qu'est-ce qui a fait que tu as changé physiquement? Quel a été l'élément conditionnant que tu as changé physiquement? Plus que le regard des autres. Le changement physique est est une conséquence et non pas une cause. Julie, merci pour ta question. Bonsoir, comment peut-on faire pour sortir d'un conditionnement de peur en lien avec la survie, la méfiance du corps physique par exemple? La sortie de ma zone de confort m'amène à être dans un mode de survie constant. Là, en fait, c'est au niveau thérapeutique. L'exercice de ce soir pourra donner des clés, mais le mode survie nécessite une démarche thérapeutique. Une démarche où on va aller tranquillement et avec confiance sortir du mode survie pour aller dans le mode inconfort, puis dans le mode confort, puis dans le mode confiant. On ne peut pas passer du mode survie au bonheur rien qu'avec un atelier de 2 heures. Donc, prenez conscience que les peurs que vous vivez aujourd'hui, vous voyez que elles sont spécifiques à chacun de vous et que elles ont un besoin spécifique à chacun de vous. Parce que la peur n'est qu'une émotion, n'est qu'un signal qui permet d'entendre un message par derrière. Et c'est ça le plus important. Et donc, quand vous relisez ça, est-ce que vous avez une phrase ou une croyance qui vous apparaît? Qu'est-ce que vous vous dites quand dans cette situation? «Je suis nul, je suis moche, je suis imparfait, tout le monde me voit» ou «Tout le monde a vu que j'avais un défaut». Vous voyez? Ou «Je suis une victime, je suis une personne incompétente». Quelle est la phrase, la croyance qui vous apparaît avec cet exercice-là? Merci Cobalicious pour plus de détails. Mon changement physique, j'ai pris beaucoup de poids dû à la ménopause ainsi que l'arrêt du tabac et j'ai du mal à m'accepter. Heu, Tu vois que Cobalicious, cette situation est plus complexe que le regard des autres. C'est ton regard que tu portes sur toi dû à des facteurs extérieurs, heu et tu ne peux pas avoir de pouvoir sur la ménopause. Et l'arrêt du tabac, c'est un choix et c'est très bien, félicitations. Et en même temps, il y a toute une réflexion à avoir sur toi, sur qui tu deviens avec la ménopause et l'arrêt du tabac et ce mal-être à s'accepter. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Il y a déjà 3 facteurs que je lis de manière sous-jacente à ton discours. Et ça, oui, il y a sans doute des histoires sous-jacentes à ces 3 détails-là. Merci pour tes précisions et ça serait intéressant d'en discuter. Peut-être pas avec moi, mais peut-être avec un autre thérapeute qui, permettra de te faire apparaître qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui tu as peur de ton regard sur toi-même? Parce que le regard des autres, il est comme il est. Il y en aura toujours la même proportion de personnes qui apprécieront, qui rejetteront ou qui n'auront aucune opinion. Et comme je te l'ai dit, il y a beaucoup d'études qui ont montré que 90 des gens n'ont aucune opinion sur le regard des autres.
C'est nous qui nous faisons subir nos peurs, c'est nous qui nous faisons subir notre propre mal-être. Et en fait, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient du cycle de Zinker, parce que en fait, nos émotions viennent d'un conditionnement. Et en fait, le cycle de Zinker, ça revient au conditionnement de Pavlov. C'est-à-dire qu'il y a un événement positif ou négatif qui a créé une sensation et on a été en contact avec celui-ci, on a mobilisé notre énergie, on a une action de rejet ou d'acceptation ou d'intégration. Puis à ce contact, on a pu assimiler la leçon positive ou négative. Et si l'histoire a été répétée assez régulièrement, eh bien, c'est devenu une habitude, un conditionnement, une croyance, une petite phrase qu'on se dit régulièrement. Donc c'est pour ça que je vous propose d'aller voir maintenant quel a été l'impact émotionnel originel. Qu'est-ce qui a fait que on ressent ça? Qu'est-ce qui a fait que on a vécu émotionnellement une action qui n'a pas valorisé notre besoin, qui a créé des émotions et que petit à petit, on a assimilé cette mauvaise croyance sur nous. Je ne suis pas assez bien, les autres sont méchants, je suis mauvais, les autres sont mauvais, les autres vont me voler, je vais faire des erreurs. Tout cela, ce sont des phrases répétées par l'histoire, le vécu, qui ont créé un effet de répétition, qui fait que aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai encore vécu ça avec les boulangères, avec ma gardienne, avec mon employé, avec mon manager, avec mon mari, avec mon enfant, avec un inconnu dans la rue. J'en peux plus de vivre cette émotion. J'en peux plus de vivre cette peur. J'en peux plus de m'entendre dire: «Tu es nul, tu es pas beau, tu es moche, tu es imparfait, tu vas tout rater» ou les autres vont te voler, ou les autres vont t'utiliser. Vous voyez toutes ces phrases qui vont créer de la peur. Mais en fait, chacune des phrases que je viens d'évoquer, elle va parler spécifiquement à une personne dans l'assemblée ce soir. Parce que c'est la petite phrase qu'il aura entendue en répétition. Donc, allons voir la relation à votre passé. Quand vous prenez notre feuille et sur cette feuille, vous dites: «Mais qu'est-ce que j'ai vécu qui ressemblerait à ce que j'ai vécu émotionnellement cette semaine?» Vous voyez, heu, il y avait un client, il avait un coloc. Et quand le coloc est parti, le client, il avait peur que le coloc lui vole une multiprise. 10 € la multiprise. OK, mais le coloc, il allait partir, il allait faire ses valises et lui, il arrive en séance et il me dit: «Ah, j'ai peur qu'il me vole une multiprise, 10 € par Amazon livraison». 10 € et tu as peur et tu te rends compte que tu viens m'expliquer cette émotion de peur, de stress pour une multiprise à 10 €. Ah oui. Mais ma mère me disait: «Attention, les autres vont te voler, Louis. Regarde, j'ai fait ça, on m'a volé. Regarde, j'ai fait ça, on m'a volé». Et la personne, en fait, elle réalisait totalement que c'était un conditionnement, mais elle avait peur, à un niveau, mais très fort, qu'on lui vole sa multiprise. Bien sûr, le coloc est parti sans jamais voler sa multiprise, mais il ressentait ça. C'était insupportable pour lui. Il avait peur qu'on lui vole ses multiprises. Il y avait une autre personne, il devait faire une présentation, face à des clients et il avait peur. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'avoir une mauvaise note comme à l'école. Il avait peur qu'on lui dise: «Tu es nul, tu es mauvais, ça ne va pas marcher, tu n'as pas la moyenne».
Alors que dans le milieu d'adulte, soit ça marche, soit ça marche pas. Soit on signe le contrat, soit on signe pas le contrat, mais on n'est pas là pour avoir une note. Mais cette personne-là vivait sa présentation comme quand il allait réciter un poème ou faire un exposé d'histoire devant sa classe. Mais je vais bafouiller, mais je vais faire ça. Et en fait, l'école l'avait tellement conditionné à l'échec qu'il avait peur de se montrer aux autres. Et vraiment, prendre conscience de ça lui a permis de réaliser que, en fait, il allait faire la présentation et que ça ne lui appartenait pas de savoir si l'autre ou pas allait signer son contrat. Lui, il avait tout préparé, il avait tout organisé, il avait tout fait et après, c'était pas son choix. C'était à l'autre de savoir si sa solution allait l'intéresser ou pas. Et j'ai des histoires, mais comme ça, mais par dizaines. Donc, je vous laisse, en fonction de l'histoire négative, de la peur que vous avez vécue cette semaine, de noter qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé qui ont fait que. Par exemple, ce déménagement, changer. Ah, il faut pas changer, c'est dangereux de changer. Ou acheter. Attention, acheter, c'est dangereux. Mais pourquoi? Sortir dans la rue le soir, c'est dangereux. Mais pourquoi? La peur est utile. C'est un indicateur qui nous permet de faire attention. Mais la peur devient problème quand elle est permanente, quand elle bloque toute action. Et quand elle bloque toute action, c'est dû au passé, à un conditionnement. Et dans cette situation, est-ce que c'est la même peur, la même tristesse ou la même colère que vous avez vécue? C'est ça qui est important. Vous voyez, comme ce client qui avait peur de sortir chez lui parce que en fait, il pensait que tout le monde allait l'agresser. Pourquoi? Parce que son père l'agressait dès qu'il sortait de sa chambre. Ou cet autre client qui avait peur d'agir parce qu'il pensait que scolairement, tout le monde allait lui dire: «Tu as raté». François-Louis Devine, merci pour ta question. Dès lors, faut-il lister toutes les mauvaises expériences du passé pour éviter de reproduire la réaction de peur aujourd'hui? Oui et non. En fait, parce que quand tu dis lister, en fait, j'entends une approche méthodologique, intellectualisée. Et en fait, c'est la démarche thérapeutique est d'aller écouter l'émotion que ça la crée, d'aller libérer cette émotion émotionnelle qui est sous-jacente chez soi. Donc en fait, heu, faire une liste des situations passées pourrait être utile à ton thérapeute, mais ne sera pas utile pour toi. Parce que chaque situation fera que, tu ne pourras pas ça sera au moment où tu auras cette situation émotionnelle dans ton présent que tu pourras aller écouter l'émotion passée, bloquée de ton pour t'en libérer. Donc en fait, heu, c'est, pas une fausse solution, mais c'est, un un peu une manière de fuir la situation.
je sais que ça fait un peu une réponse en demi-teinte, mais en fait, c'est conscientiser émotionnellement. C'est-à-dire que ce n'est pas là, mais c'est là qu'il faut vivre l'émotion. Pourquoi je suis passé là? Maintenant qu'on a vu l'émotion, je vous propose d'aller voir le besoin. Quand vous étiez enfant, heu, quel était le besoin de l'enfant qui est au fond de vous? Qu'est-ce qu'il recherchait? Papa, maman, l'école ou le grand-père ou la grand-mère? C'est ça où, ça le devient intéressant. C'est quel est le besoin caché? Qu'est-ce qu'on avait envie pour cet enfant intérieur, pour cet enfant qui fait que, ça ne marchait pas? Et c'est là où ça devient intéressant. Et surtout, d'aller voir, est-ce qu'il y a un parallélisme? Et surtout, maintenant, dans l'enfance, qu'est-ce que vous disait la situation? Quelle était la phrase, la croyance qu'on vous disait? «Tu es nul, tu es mauvais, tu n'y arriveras pas, les autres ne veulent pas de toi, attention, les autres sont dangereux». Vous voyez, toutes ces phrases négatives que, parfois, le parent dit sans réaliser ce qu'il fait. Mais l'enfant entend très bien. Qu'est-ce qui fait qu'il entend ça? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette situation qui apparaît? À partir de là, en fait, vous voyez apparaître la redondance. Vous voyez apparaître, en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est ce que m'ont dit mes parents. C'est la croyance que ma vie m'a fait vivre. Et en fait, quand on a pris conscience de ça, on peut le changer, on peut s'en libérer, on peut le transformer. En fait, l'exercice qu'on vient de faire là, c'est d'éclairer un blind spot, comme on dit en psychologie, d'aller voir un truc dont on n'avait pas réalisé avant. Mais je me dis ça, pourquoi? Ah bah oui, c'est ce que me disait ma mère. Mais pourquoi je pense ça? Ah bah oui, c'est comme ça que pensait mon père. Pourquoi je me saborde? Ah bah oui, parce que c'est ce que l'école m'a dit. Pourquoi je pense que je ne peux pas réussir? Ah bah oui, parce que mon père, n'a pas réussi ou ma mère m'a dit que, c'était difficile. Et en fait, à partir de là, on peut s'en libérer. On peut prendre conscience du mécanisme sous-jacent. Et qu'est-ce qu'apporte la thérapie? En fait, c'est la démarche de conscientisation. Pourquoi? Parce que là,
Vous avez pu avancer, vous avez pu conscientiser parce que vous étiez seul face à votre feuille et en même temps, s'analyser, se juger est très compliqué et la thérapie sert à ça, à avoir une personne comme votre page blanche qui va vous faire un retour positif et concret de ce qui se passe. Et à partir de là, en fait, vous allez pouvoir avoir une personne qui va jouer le rôle du bon père ou de la bonne mère et analyser ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Parce que vous, face à votre feuille blanche, vous allez projeter toujours les croyances et les pensées de ce que vous avez vécu. Quand on va en thérapie, c'est une personne qui a été formée et qui a appris ce qui était bien et pas bien, ce qui était juste et pas juste. Et j'ai encore une cliente qui me disait: «Ah, mais ma mère a toujours été, différente des autres. Mais pour nous, c'est normal, c'était notre mère». Oui, mais tu comprends que si tu me dis que ta mère a toujours été différente des autres et que pour toi c'était normal, mais en même temps ta mère est différente, donc tu as vécu une éducation qui était différente et ce qui est différent peut être bien comme être mal. Allons voir ce qui est bien et ce qui est mal de cette situation. Et merci, Cobalicious de conclure parce que, cet exercice-là fait que aujourd'hui, tu me dis: «Ce que je vis aujourd'hui, c'est un manque de reconnaissance en tant qu'enfant, croyant ce que je faisais n'était jamais assez bien». Et donc des personnes dont on n'a jamais dit: «C'est bien, c'est pas bien» ou «C'est suffisant» ou «Ce n'est pas suffisant», elles peuvent toujours se remettre en cause en disant: «Ah, mais est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que c'est est-ce qu'il faut pas que je me pousse plus? Mais si je me pousse pas plus, ça veut dire que je suis une mauvaise personne ou j'en fais pas assez, donc je suis une mauvaise personne». Et en fait, ces personnes-là doutent en permanence d'elles-mêmes puisque le père ou la mère ne leur a jamais dit: «Voilà l'échelle du bien et du pas bien». Et cette échelle évolue en permanence. Sauf que si, dans l'enfance, on n'a pas été rassuré sur son échelle intérieure de: «Est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je suis une personne qui peut être aimée, que je telle que je suis?» Eh bien, il y aura toujours ce doute. Et donc rentrer en thérapie emmènera à: «Ah! Merci, mon thérapeute, de m'expliquer ça, de me faire réaliser ça, de me libérer de ça» et de pouvoir créer cette nouvelle échelle en tant qu'adulte, qui permettra d'aller écouter l'enfant intérieur. Donc, la thérapie, c'est une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et de s'en libérer. Donc, vous allez tous me dire: «Mais Louis, on est là pour s'en libérer». Et justement, je vous propose un mécanisme d'autoconditionnement pour se libérer de cela. Et il va être en 2 étapes. La première, c'est celle qu'on a fait depuis le début. C'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'on a vécu en tant qu'enfant. Et cet enfant, en fait, il vit à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle métaphoriquement l'enfant intérieur qui a accumulé des résistances, des tensions, des peurs, des croyances. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire cette petite lettre à son message à son enfant intérieur. «Cher enfant intérieur, tu as vécu cela avec ton père, avec ta mère, avec ta famille, avec ton école, avec tes parents, avec tes grands-parents, avec tes frères, avec tes sœurs. Cela t'a créé un manque, émotion, besoin. Et vraiment, aujourd'hui, je te remercie d'avoir tenu jusque-là, m'envoyer ce message-là. Parce que si je suis la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi». Et vraiment, en fait, remercier, ce n'est pas le côté,
poudre du bonheur sur la situation, c'est dire: «OK, je mets de la bienveillance, j'accepte ce qui s'est passé, tel qu'il s'est passé. De toute façon, je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer la situation passée. Alors, je mets de la bienveillance et je remercie cet enfant qui a tenu le coup jusque-là, qui m'a fait tenir le coup jusque-là et je l'accepte. Merci et j'accepte ce que tu as vécu. J'accepte d'entendre ce qui s'est passé et aujourd'hui je t'en libère. Cette histoire, elle est passée. Si elle est passée, je ne peux plus rien faire. Je l'accepte tel qu'il est et donc je peux m'en libérer. C'est un peu violent de le faire en atelier comme ça, j'en ai bien conscience. Vraiment, prenez le temps de cet exercice. Peut-être pas là, revenez-y plusieurs fois, une fois, 2 fois, 3 fois, parce que cet effet de répétition contre ce passé, d'acceptation, voire d'intégration de ce passé, vous l'avez vécu plusieurs fois, le père, la mère, l'école, pour que ça s'intègre tellement de manière ancrée dans votre histoire, c'est dû à un effet de répétition. Donc refaire cet exercice plusieurs fois est bénéfique. On ne se soigne pas d'un passé répétitif en une seule fois. On y va doucement et en confiance. C'est pour ça que les thérapies durent entre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est que on réadapte, on réhabitue le cerveau à une nouvelle émotion. Vous voyez là, ce matin, j'étais avec un client et dans sa vie, tout va bien. Il a 2 projets qui fonctionnent. Il a un chien, il a une copine soutenante et généreuse. Il va bien dans sa vie. Eh bien, même qu'il aille bien dans sa vie, pour lui, c'était bizarre, c'était nouveau, c'était spécial. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas habitué à ça. Et donc, ensemble, on a travaillé cette acceptation du nouveau, du bien, de l'équilibre, de tout va bien, de la fluidité dans sa vie. Et alors qu'on a passé mais 6 mois, 1 an, 2 ans à ressasser son passé négatif pour pouvoir justement on l'a pas ressassé, en fait, on l'a vidé petit à petit. Et aujourd'hui, il dit: «Ah, je vais bien, mais ça me gêne sur les coutures». Comme un nouveau vêtement, comme un nouveau jean. OK. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à lâcher ton passé pour accepter ce nouveau bien? Eh ben, ça a pris du temps. Il était là: «OK, je ne sais pas ce qui se passe, mais je le sens que c'est bien, donc je le vis». Mais c'était pas là, c'était là. C'était émotionnellement. Il avait vu que son passé était son passé. Il s'était sen libéré. Donc vraiment, ce n'est pas une baguette magique ce que je vous dis là. Je vous dis que c'est un entraînement mental et émotionnel. Et en même temps, c'est là l'exercice. Prendre conscience de ce qui s'est passé dans le passé, du mécanisme qui est rentré là et qui fait que pouf, il ressort à chaque situation. Et dire: «OK, tu n'avais pas d'autre manière de faire. Et aujourd'hui, je t'en remercie. Tu as fait ce que tu pouvais. Je l'accepte et en même temps, ce passé est passé. Et maintenant, on va pouvoir aller vers le nouveau, le futur. Aujourd'hui, au cœur de ma vie, je mets quoi? Et on va partir du besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin? De confiance, de sécurité, d'envie. Et en fait, ce besoin, c'est celui qui n'a pas été entendu dans l'enfance. Donc, c'est simple, il suffit de créer le besoin, de reprendre le besoin qui est dans la première colonne et de le remettre dans la deuxième colonne, tout simplement.
J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de confiance, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de qu'on me dise que c'est suffisant, j'ai besoin, de savoir que, la vie est sécure. Voilà. Donc comme vous avez trouvé votre besoin, pour l'émotion, vous prenez l'opposé. J'ai peur, je suis sécure. Je suis stressé, je suis confiant. Je suis en colère, je suis apaisé. Je suis triste, je suis joyeux. C'est simple, je veux vivre l'opposé parce que mon cerveau, il adore être heureux. Il a envie d'être heureux. Et je vais faire cela pour et comment? Quelles sont les activités qui vont vous permettre de vivre cela? Qu'est-ce qui vous f vont vous va vraiment vous aligner à ce besoin et à ces émotions? Aller me tourner vers un manager qui répond à ça, aller me tourner vers des clients qui ont envie d'entendre ça, aller me tourner vers un partenaire qui a envie d'entendre ça. Et vous voyez que vous n'avez pas changé votre vie, mais les petits pas vers votre besoin et votre émotion fait que vous allez changer de partenaire, vous allez changer de travail, vous allez changer de vie, vous allez changer de lieu de vie et peut-être d'amis, puisque les gens qui vous aiment vraiment, ils resteront parce qu'ils se diront: «Je suis tellement content que cette personne-là aille mieux avec». Et vraiment, l'important est de dire les mots, de déposer les paroles pour prendre conscience des choses préconscientes. Parce que en fait, les formuler permet de les conscientiser pour les faire agir et les faire accepter. Pour vous, puis pour les autres. Moi, je suis en tant que thérapeute, je suis la première personne où mes clients disent pour la première fois: «Je veux ça dans ma vie» et qu'ils assument pour la première fois de leur vie ce qu'ils veulent mettre au cœur de leur vie. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que je vous dis là, de tout ce que je lève? Est-ce que vous avez des questions, des demandes sur cet exercice-là? Je vous laisse rédiger pendant ce temps. Oui, Albina, c'est prendre sa vie en main et en même temps, en fait, c'est prendre conscience de ce qui passe. C'est la posture un peu, métaphorique de Bouddha. Chaque situation que je vis, eh bien, je prends conscience de ce qui se passe dans ma vie, de ce que je ressens dans ma vie, de mes besoins que j'ai dans ma vie. Donc prendre sa vie en main peut paraître un peu, waouh, très lourd à porter. Et c'est pour ça que des amis peuvent être de bons thérapeutes, un thérapeute peut être un bon thérapeute, un coach, un partenaire. La question, c'est prendre sa vie en main tout en étant soutenu dans sa démarche. Parce que si on est bloqué dans son problème, il est très rare que la personne puisse sortir de son propre problème. Et les meilleures techniques sont les techniques cognitives et comportementales, les TCC, la Gestalt, qui marche bien, voire les thérapies familiales, si vous arrivez à rassembler toute votre famille avec un thérapeute, ou les systémies familiales. Pourquoi? Parce que ce sont des démarches où vous vous mettez au centre de la démarche pour discuter et prendre conscience de ça. Alain, bonjour. Louis, mon enfant intérieur, je l'ai tellement refoulé, je pense donc comment faire pour le faire ressurgir et ne pas confondre situation d'hier et d'aujourd'hui. Alors, Alain, merci pour ton témoignage. Si tu l'as refoulé,
tellement refoulé, il va falloir l'accueillir doucement. Quand il va falloir, je dis, la meilleure démarche, c'est de l'accueillir doucement, en pas à pas, au quotidien. C'est, une démarche avec des livres de développement personnel, avec des ateliers de groupe, d'accueil ou avec une thérapie personnelle. Chacun trouvera son chemin. La seule question, c'est quelles sont les méthodes qui marchent? Et c'est pour ça que les thérapies de groupe, ça fonctionne si elles sont sur des bases de TCC. La thérapie, personnelle marche si elle est sur une base de TCC. Heu, c'est vraiment un pas à pas. Ce n'est pas comme appuyer sur un bouton de lumière. C'est tout doucement, petit à petit, accepter et tout d'un coup, le bouton de lumière s'allume. Donc merci pour ton histoire, merci pour ton paragraphe. Je voudrais juste te dire bienvenue sur ta démarche pour aller accueillir ton enfant intérieur. Françoise, mon époux est alcoolique. Son psy pense que cela ne sert à rien de retourner dans le passé pour l'aider à s'en sortir. Perso, j'ai toujours trouvé cela bizarre. Votre avis? Heu, alors, ce n'est que mon opinion de thérapeute. En fait, l'alcool sert à étouffer une émotion, une histoire passée. Mais ça, c'est mon regard et en fait, l'alcoolisme, c'est souvent utilisé pour, étouffer le stress, la peur, le conditionnement du passé et quand le psy dit: «Ne pas retourner vers le passé», eh bien, il ne va pas traiter la source du problème. Si, en fait, il y a 2 stratégies. Soit moi, ma stratégie, c'est d'aller voir pourquoi il a commencé, qu'est-ce qui a fait qu'il a commencé, quel est son conditionnement qui a fait que. D'autres psys, comme les hypnothérapeutes et autres, iraient sur une démarche de: «Je vais te déconditionner». On ne s'intéresse pas au passé, mais on va te déconditionner de ce mécanisme, relationnel entre émotion et alcoolisme. J'y crois pas, mais ça, c'est mon opinion. Je n'ai pas de théorie scientifique, heu, qui permettrait de justifier que mon regard soit plus vrai que, son psy. Heu, mais en tout cas, derrière l'alcoolisme, quelle est l'émotion, la peur, heu, qui fait qu'il ait besoin de se protéger avec l'alcoolisme? Quelle est l'histoire sous-jacente qui fait que, heu, la vie lui paraît tellement douloureuse qu'il s'en cache, qu'il s'en libère avec l'alcoolisme? Voilà et ça, bah, s'il est suivi, c'est déjà une solution. Est-ce que c'est le bon? Ça, je ne sais pas. Merci de soutenir, je prône beaucoup la méthode des petits pas dans tous les domaines de la vie. Oui, heu, parce que notre cerveau, si nous allons trop vite, il va se bloquer, il va se mettre en condition de juger soit soi, soit son intérieur, soit l'extérieur et donc se mettre en situation d'échec. Donc les petits pas, l'adaptation, l'acceptation de la situation fait qu'on évolue. Le prochain atelier, c'est développer son amour de soi. Il est le 24 juillet, jeudi, toujours à 19h30. Toujours aller chercher pourquoi on ne peut pas développer son amour et comment développer son amour. C'est des petits pas dans un sens comme dans l'autre. Merci pour votre intérêt. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes réflexions et je suis là pour échanger avec vous en thérapie ou actuellement. Merci pour votre écoute, merci pour cet atelier et nous allons maintenant passer à l'échange.